Merci beaucoup. Donc, je voudrais commencer par m'aider d'une conférence que Jean-Claude Milner a donnée en 2015, une conférence qui s'intitule Heidegger contre la langue allemande. Et dans cette conférence, Milner dresse un tableau de l'université allemande dans la République de Weimar tel qu'il fut pensé par Max Weber et contre lequel Heidegger s'est opposé radicalement. Et ce projet weberien institue une distinction entre ce qui relève du professionnel, en fait les savoirs positifs, au moins c'est comme ça que je le lis, donc une distinction entre le professionnel et le prophétique qu'il associe au judaïsme. Et voilà comment, à la page 18 de cette conférence, Milner énonce ces deux programmes. Il les décrit. Le programme weberien comporte deux propositions. Petit a, le professeur authentique se refuse à être un prophète. Petit b, il n'y a de prophète que juif. Heidegger y oppose deux propositions. Petit a, le professeur authentique est un prophète. Petit b, les porteurs du nom juif ont mensongèrement revendiqué le monopole du prophétisme. De ces deux propositions suit une troisième. Toute trace du nom juif doit disparaître de l'université. Donc pour réaliser son projet alternatif, Milner montre que Heidegger devait rompre avec ce qu'il appelle la langue luthéro-kantienne de l'université, qui avait été commune aux protestants et aux juifs, et qui, dit Milner, avait scellé l'alliance qui avait permis à ces derniers d'être accueillis par la Wissenschaft. Et il évoque à ce propos la figure de Hannah Arendt. Et voilà comment il la décrit. Ce faisant, Heidegger portait un dernier coup aux Juifs de savoir. Il les privait de leur langue natale, il les abandonnait au système anglo-saxon sans faire un geste pour les retenir. Pire même, il développait à son usage exclusif, au sein de la langue allemande, une langue faite pour leur rester inaccessible. L'idiolecte heideggerien est fermé à ceux qui ont perdu le contact, c'est-à-dire à tous les Allemands émigrés et en particulier aux Juifs de savoir, éloignés par l'exil ou le dégoût. L'Allemand dont Hannah Arendt, revenant pour la première fois en Allemagne, affirmait qu'il lui demeure, Heidegger s'est attaché à le déliter par tous les moyens. Le sombre magicien a transformé en déchet l'objet très précieux qu'elle croyait intangible. Il semble qu'elle l'ait compris. Page 23. Alors, il est difficile, à mon avis, de savoir ce que Arendt a compris de la disparition de sa langue maternelle comme lieu d'élaboration du savoir et de la responsabilité de Heidegger dans cette disparition. En tout cas, je ne connais pas suffisamment Arendt pour savoir exactement si Milner a raison de dire qu'elle avait compris ce qui s'était passé avec la langue allemande. Mais il faut au moins tenter d'imaginer ce qu'elle ou d'autres intellectuels juifs allemands, forcés de quitter l'Allemagne, ont pu en comprendre ou ont pu tenter d'élaborer à partir de l'exil de leur langue maternelle. Et c'est ça que je voudrais essayer d'explorer aujourd'hui en proposant un certain nombre de conjectures, sans évidemment savoir si j'ai raison. Et pourquoi pas, plutôt que de regarder la pensée de Arendt, pourquoi pas en revenir à l'autre philosophe de la rencontre de Davos, Cassirer, juif et républicain engagé, et qui lui aussi a fini par écrire en anglais comme Arendt. Donc il serait assez naturel dans cet ordre d'idées de reprendre la façon dont Cassirer a parlé des changements qui ont affecté la langue allemande du fait du nazisme, puisqu'il en parle dans The Myth of the State, donc qu'il écrit en anglais et qui est publié de façon posthume. Alors, les remarques de Cassirer à ce sujet sont liées au travail philologique de Klemperer, mais elles sont extrêmement limitées, même s'il y a un certain nombre de remarques concernant la langue de Heidegger. Ces remarques sont intéressantes, mais en même temps, elles sont trop parcellaires pour permettre un véritable éclaircissement sur le projet heideggerien.
Bien que ce matin, ce qui m'a frappé, c'est surtout la grande cohérence finalement de l'usage de la langue allemande chez Cassirer. Bien. Chez Heidegger. Donc Cassirer donne un certain nombre d'éléments, mais peut-être qu'il ne les avait pas tous en main. En tout cas, il y a une chose qui me paraît frappante dans le texte de Milner, c'est qu'il y est question, quand il parle de l'interprétation de l'université selon Max Weber, il y est question du prophétisme juif, mais pas du tout de la loi juive et de son observance. Or, ce qui scelle l'alliance entre Dieu et le peuple juif, c'est l'observance de la loi, et la figure du prophète et du prophétisme en général apparaît seulement pour rappeler cette observance à un peuple oublieux. Et donc, si l'alliance entre les protestants et les juifs passe par une alliance ayant le luthéro-kantien pour langue, qu'en est-il exactement de la question de l'observance de la loi dans cette alliance et dans cette langue ? Autrement dit, qu'en est-il du respect du droit quand il y devient un savoir positif ? Donc, c'est plutôt dans cette direction-là, dans cette direction juridique, que je voudrais explorer les choses aujourd'hui, plutôt que d'un point de vue linguistique, puisque, au moins dans le corpus cassirerien, les remarques sont assez limitées. Alors, il est possible donc de voir si, dans le domaine du droit, on ne pourrait pas penser autrement que ne le pense Milner, le rapport entre profession et prophétisme, qui, pour lui, sont le fondement même de l'université weberienne. Alors, pourquoi remettre ça en question ? C'est que j'ai l'impression, j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que finalement, cette université weberienne, elle ressemble très fort à l'université laïque à la française. Et je me demande si ça rend bien compte de ce qui était en question dans l'Allemagne de Weimar et dans le projet de Weber. Donc, pour ça, il faudrait en venir à une philosophie cassirerienne du droit. Et il se trouve que Cassirer a effectivement consacré une certaine place au droit dans l'analyse des formes symboliques. En même temps, pas une très grande place. Plus grande que ses remarques sur Klemperer, mais finalement une place relativement limitée. Donc, quand on regarde un petit peu le rapport de Cassirer au droit, ce qui est frappant, c'est qu'il s'est surtout emparé de la question du droit pour critiquer le point de vue du philosophe du droit Hegerström, philosophe suédois, qu'il a lu au temps de son exil en Suède. Alors, la critique est intéressante, j'y viendrai peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est un projet qui reste encore extrêmement peu abouti, et son départ pour les États-Unis ne lui a pas permis, à mon avis, d'écrire une véritable philosophie du droit et de réfléchir un peu plus profondément à ce que serait que le droit comme forme symbolique. Donc il faut que je me livre à un exercice périlleux qui est de la philosophie fiction et d'essayer de reconstituer ce que pourrait être une philosophie cassirerienne du droit pour essayer d'entrer un peu, d'explorer un petit peu ma question. Alors, c'est une question, la question du droit comme forme symbolique qui a été étudiée, en particulier dans un livre de Denis Koshkoun qui s'appelle Law as a Symbolic Form, mais je trouve qu'il ne rend pas tellement justice à la conception cassirerienne de la loi. Et je vais essayer, moi, d'apporter un certain nombre de remarques à partir d'un livre d'anthropologie et d'histoire du droit relativement récent, qui date de 2014, de Robert Jacob, un chercheur au CNRS, qui a écrit un livre qui s'appelle « La grâce des juges ». Et je vais essayer donc d'utiliser cet ouvrage pour préciser ce que je veux dire par forme symbolique du droit. Mais avant, je voudrais d'abord revenir sur l'idée de loi et de légalité chez Cassirer, en partant de son héritage kantien. Alors, loi d'abord. Le terme de loi,
très communément utilisé par Cassirer, et de ce point de vue-là, qu'il emprunte directement à Kant, il faut le comprendre dans l'opposition qu'il fait entre le moment fonctionnel et le moment substantiel du savoir. Ce qui est important de ce point de vue, donc, c'est que Kant utilise énormément l'idée de loi et de légalité, mais dans un contexte essentiellement épistémologique. Cassirer hérite de cet emploi, et c'est comme ça que donc on retrouve l'emploi cassirerien dans un type de réflexion qui est de nature épistémologique. Alors, la différence substance-fonction, on vient d'en parler, a ceci de particulier chez Cassirer que, à mon avis, elle est double. Elle est à la fois diachronique, puisqu'elle permet de distinguer l'Antiquité de l'époque moderne, mais elle est aussi synchronique, parce que aucune connaissance ne se libère absolument de la substance. Donc, il faut bien voir qu'il y a deux axes pour comprendre cette distinction. Et ça me paraît très important pour comprendre ce que c'est que la légalité chez lui. La légalité, c'est, pour Cassirer, un moyen de clarifier le rapport entre mathématiques et réalité physique dans les sciences modernes. Donc il s'agit d'une condition de possibilité pour les sciences modernes. Donc la légalité, comme chez Kant, rend possible la distinction droit-fait. Elle ne dérive pas d'exemples empiriques et, au contraire, elle donne un sens aux exemples particuliers. Mais Cassirer rajoute quelque chose à cet héritage kantien. Il rajoute au moins deux choses. La première, c'est que, en historien de la science qu'il est, il montre bien que la science dévitalise en quelque sorte les autres formes, mais la science ne les supprime pas. C'est-à-dire, en particulier, le langage et le mythe continuent de travailler la science. Donc le substantiel ne disparaît jamais. Et il continue de constituer un ancrage symbolique jusque dans la science elle-même. Première remarque. Deuxième remarque, à un certain point de l'histoire de la science doit intégrer la pluralité des modes de signification comme étant son principe fondamental. Alors ça, c'est quelque chose de beaucoup plus nouveau par rapport à Kant, et qui vient du fait que Cassirer, en jeune étudiant, commence par se heurter au scandale de la pluralité des géométries et découvre dans le programme d'Erlangen de Felix Klein une solution qui permet de sortir de cet embarras et de ce scandale de la multiplicité des géométries au XIXe siècle. Donc la légalité chez Cassirer implique une approche dynamique du transcendantal, et c'est ça qu'il appelle le symbolique. Donc maintenant, est-ce qu'on peut, à partir de cette très rapide description de la transformation de la notion de transcendantal chez Cassirer, est-ce qu'on peut l'appliquer au droit ? Est-ce qu'on peut donc réussir à mieux caractériser la forme juridique ? Je pense que oui, et ça veut dire qu'on doit partir de l'idée qu'il y a plusieurs façons de fonder le droit en Europe occidentale. Donc, de même qu'il y a plusieurs façons de faire de la géométrie et de faire de la science en général, de même, il y a plusieurs façons de penser la légalité. Et donc, finalement, une forme symbolique du droit, ce serait réussir à montrer que la légalité doit intégrer en elle-même un principe de variabilité d'une manière semblable à celle que l'on trouve en géométrie. Alors je pense que ça permet de mieux comprendre la critique que Cassirer a fait de Hegerström. Hegerström écrit un gros livre sur le droit romain, et puis finalement il fait remarquer que ce droit romain semble bien avoir une origine mythique, et donc que toutes les rationalisations ultérieures du droit romain dont l'Occident hérite reposent sur un fondement extrêmement incertain,
qui condamne en fait le projet même d'une rationalité du droit romain. Et la critique de Cassirer vient de ce qu'il dit, ce n'est pas parce que l'origine du droit romain est mythique qu'il ne peut pas devenir rationnel ultérieurement. Donc le concept de droit chez Hegelström ne peut pas intégrer en lui-même de différenciation interne. Et c'est précisément là-dessus que Cassirer reproche à Hegelström son attitude à l'égard du droit. Donc le caractère mythique du fondement du droit doit plutôt être compris comme une ressource pour une approche rationnelle du droit, même si en même temps, cette approche rationnelle censure cette ressource mythique. Il y a là un double mouvement qui est très important de remarquer. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire, du point de vue du savoir positif, que de noter une diversité dans les formes de légalité dans les systèmes juridiques européens? Mais c'est justement le propos du livre de Robert Jacob dans La grâce des juges, de le montrer à partir d'un phénomène qu'il juge absolument capital en Occident, qui est l'ordalie. Alors, ça paraît assez curieux d'aller chercher l'origine de la légalité en Europe occidentale dans l'ordalie, mais il donne de bonnes raisons de le penser. Alors, il y a deux remarques qu'il faut faire d'abord pour entrer dans le sujet. D'abord, il y a une remarque historique, c'est qu'en comparaison d'autres aires culturelles, et Jacob parle beaucoup de la Chine, l'Europe occidentale est la seule où le droit formalisé par des procédures écrites a été remplacé par des formes de justice purement rituelles. C'est-à-dire après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Donc, il y a eu un moment où le droit s'est effondré et finalement, il a repris vie ultérieurement. On en est revenu à des procédures écrites, mais il y a eu un moment de collapse, en quelque sorte. Première remarque historique. Remarque anthropologique à partir de ce moment-là, c'est que cette reconstruction de procédures écrites en Europe occidentale dans le droit a conservé la mémoire de ce moment mythique et rituel. Et donc ça va donner à la forme de l'égalité occidentale un tour tout à fait particulier que Jacob regarde en détail. Alors l'ordalie, c'est quoi? Ordalie, c'est en vieil allemand, c'est ordal. Et qu'est-ce qu'un ordal? C'est un jugement qui s'inscrit directement dans le corps à travers une épreuve. Et Jacob, en page 60, dit « L'ordalie n'est pas une preuve, c'est une épreuve ». Donc c'est un acte performatif qui est un jugement en lui-même. Et cet acte vise à distinguer un gagnant d'un perdant. Et donc il y a une conception de la vérité sous-jacente là-dedans. Le gagnant ne gagne pas l'épreuve parce qu'il a raison, c'est parce qu'il a gagné qu'il a raison. Donc il y a une espèce de retournement là des termes auxquels on est habitué. Alors les conditions pratiques pour faire une ordalie sont assez connues. Il y en a trois types principaux: immersion dans l'eau, ingestion d'un poison ou brûlure par le feu. Bon, très courant dans toutes sortes de cultures, pas simplement en Occident. Mais en Occident, elle prend un tour particulier parce que c'est une pratique qui est bien établie chez les Francs, et seulement chez eux. Et il y a eu une espèce d'acculturation réciproque du christianisme et de la pratique de l'ordalie chez les Francs, parce que pour que le christianisme s'étende chez les Francs, on tolère l'ordalie, et ça va provoquer une représentation de la notion chrétienne d'incarnation tout à fait particulière, puisqu'elle se présente désormais par une ordalie, par un jugement de Dieu. C'est Dieu lui-même qui devient un juge. Ça, c'est une nouveauté. Cette ordalie, on la trouve en Occident à partir du 8e siècle, et elle sera condamnée par l'Église au deuxième concile de Latran en 1139. Donc il y a toute une période où elle a été acceptée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le système occidental va se scinder en deux sur la question de l'ordalie, et il va se scinder en deux jusqu'à aujourd'hui, puisque
on oppose le système de common law, qui est celui de l'Angleterre et des pays anglo-saxons, et le système de la loi civile. Et on va voir que cette pratique rituelle performative va se trouver située à des endroits différents. Dans le cas de la common law, l'omniscience de Dieu comme devenu juge suprême se transforme dans l'omniscience du jury unanime. Donc, pratique du jury qui doit arriver à un jugement unanime. Donc là, c'est comme le jugement de Dieu. Hein. Il doit être unanime, il doit être fait par tout le monde. Et on trouve de ça, on trouve cette idée dans le proslogion de saint Anselme, donc une certaine conception de la vérité dans sa preuve ontologique, puisque c'est la force interne de l'énoncé qui le rend vrai. Hein. Donc la conception qu'il y a derrière, la conception de la justice, c'est justice avant la vérité, en quelque sorte. Alors, ça a deux grandes occurrences dans le droit occidental de common law. La pratique du plaider coupable, hein, donc c'est un acte performatif, et dont le juge n'a pas vérifié la vérité. Hein, et l'institution du jury unanime, le juge n'a pas non plus à savoir comment le jury est parvenu à sa décision unanime. Hein, et donc s'il a raison ou tort, c'est pas le problème. Donc il y a une espèce de transfert de l'omniscience de Dieu à l'omniscience du jury dans le procès. Dans la loi civile, la loi continentale, la figure du juge, c'est celle du maître de l'enquête et de la preuve formelle de la vérité. Hein, c'est ce qu'on trouve chez saint Thomas dans la Somme théologique, hein, puisque la vérité, c'est l'adéquation de l'esprit et de la chose, hein, correspondance entre esprit et réalité. Et là, c'est la vérité avant la justice, en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, à partir de ce moment-là, on comprend beaucoup mieux ce que c'est que la figure du juge d'instruction, par exemple, dans le droit français, hein, puisque le juge d'instruction, ben, c'est précisément celui qui instruit, hein, qui doit trouver la vérité. Hein, qui doit trouver la vérité et qui ne laisse à personne d'autre le soin de trouver la vérité. Alors, dans l'histoire, finalement, comment ça s'est constitué ? Ben, c'est que l'Église devait faire des jugements quand il y avait des conflits à l'intérieur des ordres, et ces conflits étaient tous centralisés à Rome, et les plaidants devaient envoyer des actes écrits, et ils devaient avoir une argumentation contradictoire stricte, et ils n'étaient pas présents lors de la décision. Donc on voit bien que il y a une toute autre procédure qui se met en place à ce moment-là, hein, et qui fait que il y a finalement ce jugement de Dieu se trouve transféré à la figure du juge, hein, qui évidemment a aussi l'aura qui va avec, hein, dans le droit continental. Alors, ce qui me paraît intéressant de remarquer là, c'est qu'il y a à la fois une distinction entre les rites juridiques et les rites religieux, hein, et une première forme de sécularisation de la justice, mais par le biais de l'Église. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que ce que Jacob arrive à montrer, c'est qu'il y a bien un rapport, finalement, entre la loi séculière et le religieux, hein, le mythico-rituel religieux. Il y a bien un rapport, et que ce rapport se diversifie selon plusieurs formes qui peuvent, dont on peut retrouver l'origine dans l'ordalie. Donc, ce qui me paraît important, hein, c'est que dans la common law, la justice hérite d'une forme sacrée, et la religion tente à se développer à la longue d'une façon plus conceptuelle, plus protestante, on dirait, alors que dans la loi civile continentale, l'Église est aussi une institution humaine qui développe une justice séculière, mais qui, elle, monopolise la forme rituelle pour elle-même. Et donc, on voit bien que la dynamique interne du droit, ici, n'est pas pensée de la même manière.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça corrobore l'idée que j'essayais de développer, à savoir que le droit ne devient forme symbolique que si on arrive à montrer qu'il se différencie en lui-même. Alors on comprend bien que c'était ça finalement que Cassirer reprochait à Hegelström. Je vous donne une petite citation de son texte sur Hegelström quand Cassirer dit « C'est précisément la transformation constante du sens du droit et les motivations de cette transformation qui constituent le véritable problème. » Donc pas du tout une espèce de retour à la mythologie ou une condamnation du droit romain parce qu'il ne serait pas rationnel dans son origine. Hein, c'est pas du tout ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est la nature même de cette transformation, de cette diversification interne du droit. Alors si j'en reviens en conclusion au texte de la conférence de Milner dont je partais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être moyen de sortir de l'alternative qu'il pose en montrant que le mythico-rituel tel qu'il est décrit par Cassirer sert bien de ressource à l'élaboration constamment reprise des formes rationnelles de la légalité. Hein, c'est ce que Robert Jacob a montré à partir de la généalogie de Lord Ali. Hein, et que ça, si c'est possible, c'est qu'il y a bien une connexion structurale entre des formes de justice et des formes mythico-rituelles, dans ce cas-là, liées à l'évolution propre de la religion chrétienne. Alors, du point de vue qui nous occupe, à savoir le rapport au judaïsme, je pense qu'on peut dire que le judaïsme reste présent comme ressource via la religion chrétienne, ici, et ses corrélats structuraux dans la justice. Donc il y a bien une espèce de pas de côté à faire par rapport à l'alternative présentée par Milner, hein, qui disait finalement Weber ou Heidegger. Hein, et à mon avis, il y a tout un travail encore à faire sur l'exil et le retour à la langue maternelle comme langue de savoir, qui passe par une reconnaissance en particulier de la légalité.